9h, 11h, je pense donc j'agis avec Melchior Gormand. Est-ce qu'il est possible de vivre sans mensonge, par action ou par omission ? Les conséquences peuvent parfois être graves. Et justement, existe-t-il des petits mensonges bien arrangeants pour tout le monde ? Et faut-il toujours dire la vérité ? On va en discuter avec nos invités. Le langage, en tout cas, c'est le meilleur allié du mensonge. Et la maîtrise du langage, ça passe aussi par l'orthographe. Et rien de mieux qu'une bonne dictée, enfant comme adulte, pour progresser. On en fera une dans la seconde partie de l'émission à 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Vous luttez contre tous les mensonges. Venez témoigner. Est-ce que c'est un idéal impossible à tenir ? Pensez-vous qu'on puisse être formé à débusquer des mensonges ? Et puis parfois, vous sentez-vous obligé de mentir pour préserver une relation ou pour garder un travail ? Et enfin, un mensonge doit-il être nécessairement sanctionné ? On vous attend avec vos témoignages en toute vérité au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23. Et comme tous les mercredis, et ça je ne vous mens pas, c'est avec Madeleine Vatel. Bonjour Madeleine. Bonjour Melchior, bonjour à tous. Eh bien oui, on raconte qu'en Chine, 1000 ans avant Jésus-Christ, on obligeait les personnes suspectées d'avoir menti à mâcher du riz sec avant de le recracher. Si le riz était sec par manque de salive, donc on estimait qu'elles avaient menti. Un détecteur de mensonges ancestral et artisanal, eh bien aujourd'hui même en analysant le langage, les gestes nerveux, on n'a toujours pas trouvé de technique fiable pour détecter quelqu'un qui ment. Et pourtant, l'actualité révèle régulièrement des mensonges. Plus récemment, après la mort de l'opposant russe Alexeï Navalny, ce sont les déclarations de l'État russe qui sont questionnées. Ici aussi, en France, durant la Ve République. Et puis dans nos entreprises, dans nos amitiés, même dans la Bible, le mensonge est là partout. Alors pourquoi est-ce si difficile d'être totalement honnête ? Eh bien ce matin, nous parlons de cette expérience universelle qui vient contrarier une aspiration à la vérité. Et pour en discuter, Madeleine, jusqu'à 10h, on a le plaisir d'accueillir 3 invités ce matin. Oui, ce matin, nous recevons le père Dominique Oznet. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes prêtre catholique du diocèse du Mans, responsable du suivi de la pastorale Nouvelles Croyances et dérives sectaires. Merci au studio du Mans qui vous reçoivent. Avec nous également Mathieu Villatel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur artistique de la compagnie du Pharo, magicien mentaliste en tournée avec le spectacle Cérébraux et aussi Géométrie variable. Avec nous également Anne Staquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie à l'université de Mons en Belgique, chef du service de philosophie et histoire des sciences, présidente de l'Institut de recherche langage, spécialiste des questions de dissimulation et d'équivocité. Et votre principal ouvrage sur la question, c'est Descartes et le libertinage, paru aux éditions Hermann. Merci au studio de Bruxelles qui vous accueille ce matin. Mathieu Villatel, avec Cérébraux, vous proposez un spectacle de magie basé sur les techniques du mentalisme. Alors c'est à mi-chemin entre la conférence et le théâtre. Est-ce que vous diriez que l'illusion et le mensonge ont des points communs ? Est-ce que c'est pareil ? En tout cas, on transforme le réel. Donc, en partant de cette définition-là, on pourrait dire que le mensonge modifie aussi un peu le réel. Donc, je peux être un peu d'accord avec ça, en effet. Le mensonge modifie le réel. Le mensonge, en tout cas, c'est aussi de faire croire peut-être aux gens qu'ils sont libres de leur choix. Enfin, c'est ce qui se passe un peu dans votre spectacle. Racontez-nous comment est-ce que le mensonge trouve sa place, ou l'illusion peut-être, si c'est un peu ça la question. L'idée du spectacle Cérébraux, en tout cas, c'est de proposer aux gens la présentation des techniques qui sont en place dans les programmes de développement personnel et aussi un peu de parler des dérives sectaires. Et je leur fais croire que grâce à mon programme, ils vont pouvoir développer leurs capacités et qu'en effet, les techniques de mentalisme nous permettent de devenir des êtres supérieurs. Et donc, je fais monter des gens, c'est très interactif, et les gens vont pouvoir eux-mêmes avoir l'impression, en tout cas donner l'impression de faire des choses incroyables, de prévoir des choix, de lire dans les pensées des autres spectateurs. Anne Staquet, est-ce que... Le mentaliste triche. Oui. Ah, le mentaliste triche. Il triche sur quoi, en fait ? Sur les faits, sur l'attitude, sur ce qu'il propose à voir, ou sur ce qu'il dit ?
Un peu sur les trois en même temps, c'est-à-dire que lui, il crée de la croyance. En fait, les mentalistes sont souvent des magiciens, donc on utilise des choses très rationnelles, des trucages, le détournement d'attention, la manipulation, pour faire croire qu'on a des capacités particulières. Anne Staquet, vous êtes philosophe. Quelle place occupe le mensonge aujourd'hui dans la société si vous deviez observer les différents discours des médias ou dans les entreprises, dans les familles? Est-ce que vous diriez que c'est une place majeure, que c'est une préoccupation même peut-être? Je ne dirais pas ça. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent d'avoir été confrontés au mensonge. Mais je crois qu'il est minoritaire et que c'est absolument impossible d'avoir une société, une famille, un groupe où le mensonge est autre que minoritaire. Alors avec nous également le père, le père Osnet. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous. Oui, bonjour à vous. Oui, bonjour, vous nous entendez, oui. Alors dites-nous, oui. vous, le mensonge, est-ce que vous y êtes confronté régulièrement? Est-ce que c'est pour vous véritablement aussi, on le disait, peut-être une préoccupation? Dans l'Église, de façon générale, on est appelé à faire la vérité, notamment en ces temps qu'on traverse. On s'attache à la parole de Jésus, je suis la vérité. Et on a véritablement un appel dans ce sens. Et donc on ressent avec toujours plus de souffrance toutes les fois où on se trouve confronté soit à des demi-mensonges, soit des dissimulations, soit des torsions de la vérité qui vont de véritables mensonges. Et voilà, enfin. Alors après, dans notre vie personnelle, c'est une discipline, j'allais dire, à acquérir que de se dire je ne mentirai pas. Le mensonge ne passera pas par moi. Je pensais avec la mort d'Alexei Navalny à un autre grand russe qui a laissé des écrits et qui disait, c'était Solzhenitsyn, il faut que le mensonge ne passe jamais par moi. C'est le message principal qu'il a laissé et c'est quelque chose dont on a besoin d'entendre la pertinence aujourd'hui. Mais est-ce que vous diriez que c'est possible? Il faut que le mensonge ne passe jamais par moi. Ça peut être une aspiration. Pour autant, est-ce que c'est possible vraiment que ça ne passe pas par nous? Ou est-ce que c'est simplement de l'ordre de la volonté ou d'un acte, j'allais dire, de posé dans l'idéal? Je ne sais pas très bien répondre à la question. Ce que je peux vous donner, c'est mon témoignage personnel. J'ai été affronté à ça quand j'étais jeune prêtre. Maintenant, j'ai 50 ans de sacerdoce. Il se trouve qu'une fois, on m'appelle pour me demander de venir participer à un dîner, une famille que je ne connaissais pas. Donc, nous regardons nos agendas. Ça prend un certain temps parce que déjà, les agendas sont très couverts de rendez-vous. Et puis, je leur dis, écoutez, tel soir, ça va être possible. Mais il faudra que je parte à 20h30 parce que j'ai une réunion après. Sous-entendu, j'ai une réunion pastorale importante, voilà. Donc on prend date et puis le soir même, je me retrouve chez eux pour dîner. J'étais venu un petit peu avant, j'étais venu à 19h et en arrivant, je me trouve devant une famille très nombreuse où il y avait 9 enfants et ils me disent on va faire dîner les enfants en premier. Et donc petit à petit le temps passe et je me retrouve vers 20h15 à dire écoutez, vous savez, je dois partir, j'ai une réunion importante après. Et donc nous traitons l'affaire pour laquelle il m'avait appelé et puis je m'absente en disant veuillez m'excuser mais je pars à ma réunion. En fait, j'avais prévu ce soir-là d'aller au cinéma avec les catéchistes de la paroisse voir Jésus de Nazareth de Zeffirelli qui passait à l'époque. Alors je prends ma voiture, je cherche les catéchistes, nous arrivons au cinéma, le film était commencé et c'était dans l'obscurité, en ce premier rang où il y avait de la place. À l'entracte, croyez-vous qu'il se passe? La lumière fut, et je vois à ma droite les gens chez qui je venais de dîner, qui s'étaient dit « Oh, on a une soirée de libre, on va aller voir Jésus de Nazareth. » Eh bien, c'est quelque chose qui m'a tellement choqué. J'avais fait un demi-mensonge, si vous voulez. C'était pas tout à fait vrai, pas tout à fait faux. Mais en même temps, j'ai eu une réaction assez inappropriée de ne pas vouloir, une réaction de déni. J'ai détourné la tête. Et ça m'a servi de vaccin. Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, qu'est-ce que vous avez fait de cette situation?
Eh ben après, évidemment, j'ai récupéré en allant les voir et en provoquant une explication, en disant voilà. Enfin, mais personnellement, ça m'a vraiment vacciné pour me dire, plus jamais je n'accepterai de vivre un demi-mensonge dans ma vie personnelle. Je dirais toujours la vérité telle qu'elle est. Je sais pas très bien si je l'ai fait, mais enfin, ça a été une ligne de conduite pour moi, une règle de vie très importante. Donc plus de petits mensonges, plus de petits arrangements. Allez, on va tout de suite. Voilà. Moi, oui. On va tout de suite accueillir Jocelyne au 04 72 38 20 23. Bonjour. Oui, bonjour et merci. Alors moi, quand j'étais petit, je vais tous les dimanches à l'église. Moi, quand j'ai vu le verset de la Bible, je dis, ça j'adore. Je ne veux plus ni avoir soif, ni avoir faim. Alors avec moi, que la vérité, rien que la vérité. Quand j'avais 12 ans, j'avais ma jeune sœur qui m'a menti, limite que je vais l'assommer et l'achever. Je me disais, c'est ça les mensonges. Alors, vous êtes toujours là? Oui, bien sûr, on vous écoute, Jocelyne, avec attention. Voilà, et c'est ça les mensonges. J'ai dit, plus jamais je me mentais. Et quand j'avais 18 ans, j'avais mon premier amour qui me dit tous ces bêtises la vérité. Et je l'ai quitté pour ça. Maintenant, j'ai 58 ans, je regrette amèrement de l'avoir quitté. Moi, les mensonges. Ah ben on vous entend plus, Jocelyne. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps de témoigner. Comment vous réagissez, vous? Peut-être je vous donne la parole, Anne Staquet, sur le témoignage de Jocelyne. Est-ce qu'on peut vivre avec le mensonge? Je crois pour ma part que même si certaines personnes ont souffert de mensonges, le mensonge est quelque chose d'absolument essentiel aussi dans notre société. Qu'on ne peut pas garder un secret sans mentir d'une certaine manière. En fait, en philosophie, on a une célèbre dispute en 1796 entre Kant et Benjamin Constant. Kant, lui, défendant l'idée qu'il faut condamner le mensonge de manière absolue et rester totalement dans la vérité, tandis que Benjamin Constant, lui, explique qu'il y a des circonstances exceptionnelles où le mensonge est absolument essentiel, qu'une société ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un petit espace de mensonge. Il donne l'exemple de quelqu'un qui viendrait chez vous et demanderait pour le tuer où est votre ami, et c'est important dans ce cas-là de pouvoir mentir. De la même manière, si on imagine une mère dont les enfants sont battus par le père, et il me semble beaucoup plus moral de ne pas dire les bêtises des enfants, même si on lui demande, et donc de mentir plutôt que de laisser la situation où les enfants vont être battus. On peut considérer aussi que nos sociétés démocratiques ont besoin du mensonge dans la mesure où elles ont besoin d'une certaine manière de préserver le secret, que ce soit le secret des urnes, le secret des négociations. Sans garder des secrets, et le mensonge, ne fût-ce que le mensonge des visages, mais souvent aussi des paroles, le secret ne pourrait pas être préservé. Le secret, la dissimulation. Mathieu Villatel, comment ça résonne pour vous? Parce que le secret, ça fait partie aussi de votre spectacle, et j'imagine que c'est aussi ce que les spectateurs aiment. Essayer de comprendre qu'est-ce qui est dissimulé, qu'est-ce qui est gardé secret, essayer de dévoiler ce que vous maintenez secret pour justement la durée de votre spectacle. Comment est-ce que le secret, la dissimulation, ça appartient aussi au monde de la magie quelque part? Oui, c'est le secret, c'est ce qui donne le pouvoir aux magiciens et aux mentalistes. C'est que, en effet, ils connaissent des choses que les autres ne connaissent pas. Alors c'est assez modeste, puisque c'est souvent juste le fonctionnement du tour de magie, qui est la connaissance que nous avons et pas les spectateurs. Mais ça crée beaucoup de frustration, en effet. Et quand on dévoile ce secret, on perd notre pouvoir quelque part. Alors, comment le maintenir? Est-ce que justement vous vous efforcez de ne pas révéler à ceux qui viennent vous voir à la fin du spectacle quels étaient les secrets de votre spectacle?
Vous avez vu le spectacle, vous savez qu'à la fin, il y a une rencontre où j'explique ce qu'est le mentalisme, et en tout cas je suis honnête là-dessus, donc je perds quelque part mon pouvoir, puisque je dis que le mentaliste n'est pas un fin psychologue, n'est pas quelqu'un qui utilise les micro-expressions, mais qu'il utilise plutôt des choses très rationnelles qui fonctionnent à tous les coups. Père Osnet, je voulais vous faire réagir. Pas de société sans mensonge. Est-ce que c'est vrai finalement, pas de société sans mensonge? On ne peut pas faire autrement que d'avoir cet espace de mensonge qui existe. Faut-il dire mensonge ou faut-il dire silence, ne pas dire, mais pour autant ne pas tordre la vérité. Si je ne dis pas, si je me tais, si je passe sous silence quelque chose que je sais et dont je pense qu'il n'est pas bon et je réagis à ce que disait Anne Staquet tout à l'heure, il n'est pas bon que je puisse le dire. Pour autant, ce n'est pas un mensonge, c'est une rétention, c'est un silence. Là, je suis d'accord, mais à partir du moment où on va tordre la réalité, tordre la vérité, on part dans les décors, à mon sens. Et enfin voilà, moi c'est ma perception personnelle, mais je parle pour moi et avec mon contexte. Mais... Oui, comment est-ce que vous réagissez à la situation philosophique qu'expliquait Anne Staquet sur Kant et Benjamin Constant, le droit à mentir? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce que, au contraire, en cas de situation exceptionnelle? J'étais tout à fait d'accord avec ce qu'elle disait, absolument. Mais en même temps, je pose la question, est-ce que c'est un mensonge ou est-ce que c'est une rétention d'information? Ce qui n'est pas la même chose. Pour moi, j'appelle mensonge une façon de tordre la vérité et de servir un autre plat que celui dont on donne le nom. Mais là, il ne s'agissait pas forcément de mensonge, il s'agissait effectivement d'accepter pour protéger quelqu'un de se taire. Alors, on est allé un peu dans le monde philosophique. Dites-nous ce qu'il en est dans la Bible, parce que des histoires de mensonges, il y en a quand même énormément. Qu'est-ce qu'elles viennent nous dire? Pourquoi est-ce qu'elles figurent dans la Bible? D'une certaine façon, dès qu'elles figurent dans la Bible, on peut se dire que c'est parce que elles sont nécessaires à la compréhension de la relation avec Dieu et de la relation des enfants de Dieu ensemble, nécessaire à la compréhension de la vérité. Mais quand je feuillette les pages de la Bible, effectivement, je m'aperçois que elle est ponctuée de scènes de mensonges. Je pense au mensonge pour usurper un bien, c'est le cas de Jacob qui trompe son père Isaac, qui est aveugle, pour obtenir la bénédiction qui revenait de droit à son frère Ésaü. Je pense à des mensonges pour échapper au danger, par exemple Abraham, au moment de passer en Égypte, pressentant que la beauté de Sarah, sa femme, risque de lui attirer des ennuis, dit qu'elle est sa sœur. Des mensonges pour masquer un crime, les frères de Joseph, par exemple, qui rapportent la tunique ensanglantée de leur frère et disent à Jacob qu'une bête féroce a dévoré leur frère, alors que c'est faux. Des mensonges pour induire quelqu'un en erreur. Dans la Genèse, le serpent qui travestit la parole de Dieu, la parole que Dieu avait adressée à Adam et Ève. Ou encore quand Satan tente Jésus au désert en se servant lui-même des paroles de la Bible et en les tordant dans un autre sens. Enfin, la Bible est ponctuée de scènes de mensonges, mais à partir du moment où elles sont présentes dedans, je sais pas s'il faut chercher à se dire quelle est la répercussion que ça a pu avoir ensuite. Alors, le seul fait qu'elle soit dedans, c'est ça la répercussion, c'est-à-dire que l'auteur biblique a estimé que ce passage devait être présent dans l'écriture pour servir à l'édification du croyant. Prenez dans les Actes des Apôtres la façon dont Ananie et Saphir, qui avaient dit qu'ils donnaient leurs biens en entrant dans la communauté, en fait en gardent une partie pour eux, tout en disant qu'ils ont tout donné. Et comment ils tomberaient de mort à la suite de cela, l'un puis l'autre. Pourquoi cette scène se trouve-t-elle dans les Actes des Apôtres? Quelle est sa validité au plan de la vérité? Mais on peut simplement
simplement déjà dire que le fait qu'elle s'y trouve, c'est parce que l'auteur biblique, Luc, en l'occurrence, a pensé que c'était indispensable qu'elle y parvienne, pour qu'elle y soit, pour faire comprendre aux chrétiens qu'il y a des conduites mortifères qu'on ne peut pas avoir au sein même de l'Église. On se pose une question ce matin dans Je pense. Donc j'agis, faut-il toujours dire la vérité? Vous avez la parole pour en discuter. Est-ce que c'est un idéal impossible à tenir d'après vous? Pensez-vous qu'on puisse être formé à débusquer des mensonges? Est-ce que vous sentez-vous obligé de mentir pour préserver une relation ou pour garder un travail? Et est-ce qu'un mensonge doit-il être nécessairement sanctionné? Venez témoigner au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr. Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame. Et avec nos 3 invités, Madeleine jusqu'à 10h, Père Dominique Ozenay, Mathieu Villatel et Anne Staquet. Oui, Mathieu Villatel, je voudrais m'arrêter avec vous sur la question de la responsabilité de celui qui produit un mensonge ou de celui qui le reçoit. Dans quelle mesure est-ce que, au-delà de ce qui est dit, il y a vraiment une responsabilité de celui qui entend le mensonge? Est-ce qu'on peut vraiment refuser, apprendre à déterminer ce qui est un mensonge et ce qui n'en est pas? En tout cas, nous, en tant que mentaliste, on peut faire croire qu'on est capable de déterminer qui ment et qui ne ment pas. Après, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont cherché autour de ça, mais que pour l'instant, il n'y a rien de concluant. Même ce qu'on appelle le polygraphe, le détecteur de mensonges, a été beaucoup remis en question, et je crois qu'il crée beaucoup de faux positifs. Mais du coup, la question, en effet, c'est il y a celui qui ment et puis ce qu'on appelle le détecteur de mensonges, qui est connu, qu'on a vu dans des films, par exemple, beaucoup, qui est censé mesurer, je crois, la pression sanguine, la fréquence respiratoire et aussi même la transpiration. Mais je crois que ça n'a jamais fait consensus, qu'on pourrait associer des perturbations physiologiques qui soient très précises à un moment où on est en train de mentir. Que même sur ce postulat de base, il n'y a pas de consensus. Oui. Et qu'est-ce qu'il en est de celui qui reçoit le mensonge en quelque sorte? Quelle est sa responsabilité? Est-ce qu'on peut parvenir, après une formation, après un esprit critique aussi, éduqué, à débusquer le mensonge? Et est-ce qu'il y a un intérêt aussi à ça? Moi, je trouverais ça horrible de pouvoir débusquer le mensonge, parce que je crois qu'on ment tous très régulièrement, mais souvent pour des choses, pour éviter un conflit parfois, par convention sociale. Vous savez, on passe notre temps à nous demander comment ça va et on répond ça va, même dans les moments qui sont très compliqués. Enfin, je sais pas des mensonges qui sont très importants, mais à partir du moment où on ne dit pas la vérité, on ment. Et je crois que c'est important de pouvoir aussi garder que les gens ne viennent pas dépister les moments où on ment, justement pour se sortir d'une situation inconfortable ou parfois pour dissimuler des erreurs. Enfin, voilà. Anne Staquet, c'est un jeu de société, entre guillemets, d'accepter aussi les mensonges de l'autre, de peut-être faire semblant de les croire? Ça peut l'être, mais on le fait tous régulièrement. La littérature, on pourrait dire toute la fiction est d'une certaine manière de l'ordre du mensonge, mais on sait tous que l'on est dans une illusion, dans un mensonge d'une certaine manière, et on décide communément d'y croire. Et dans nos sociétés aussi, on est dans cet ordre-là régulièrement. Tous les mythes de notre société, tous les idéaux, d'une certaine manière, sont souvent de cet ordre aussi, de la construction qui n'est pas la pure vérité. La construction de quoi, Anne Staquet? On est dans la construction d'un idéal, d'un récit sur notre société et sur les autres sociétés autour de nous. Et cette construction-là ne peut pas être totalement vrai. Il y a des parts de fiction et de mensonge dans ces constructions, dans ces récits sur nous-mêmes, sur les autres et sur les sociétés. Oui, alors c'est ce que vous expliquez, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le mensonge envers soi-même et le mensonge envers la société. Est-ce que l'un permet l'autre? Est-ce que l'un produit l'autre? Je ne suis pas certaine que
qu'il y ait un rapport de construction ou de cause à effet de l'un à l'autre, non. On peut essayer d'avoir un récit le plus vrai possible de soi, ça n'implique pas qu'on aura un récit vrai sur la société et inversement. Et ça s'éduque? Ah, évidemment, on peut travailler à essayer de découvrir et rechercher la vérité. En fait, aujourd'hui, notre conception du mensonge est celle de Saint Augustin, comme quoi le mensonge, c'est dire quelque chose que l'on croit faux avec l'intention de tromper l'interlocuteur. Mais dans l'Antiquité, la question, ce n'était pas celle du mensonge, c'était celle de la recherche de l'erreur et de la vérité. Et la responsabilité était de chercher à découvrir la vérité. Et on va continuer d'en parler dans un instant avec vos témoignages, toujours au 04 72 38 20 23. Faut-il toujours dire la vérité? On vous écoute, à tout de suite. Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame. 9h30 dans Je pense donc j'agis. Est-ce qu'il faut toujours dire la vérité? On parle, vous l'entendez, du mensonge ce matin. Est-ce que c'est un idéal impossible à tenir? Est-ce que vous pensez qu'on puisse être formé à débusquer des mensonges? Et puis parfois, racontez-nous, est-ce que vous vous sentez peut-être obligé de mentir pour préserver une relation ou pour garder un travail? Est-ce qu'un mensonge doit-il être nécessairement sanctionné? On vous attend, vous avez la parole, vous le savez, au 04 72 38 20 23 ou alors directement dans notre groupe Facebook Je pense donc j'agis. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire mondial se trouva chez le Wolof. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou
se trouva dans l'Empire mandin. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Moussi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. La chanson de circonstance ce mercredi matin dans Je pense donc j'agis, signé Tikenja Fakoli et Naman. Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23. On parle du mensonge ce matin avec nos trois invités. Père Dominique Ozenet, vous êtes prêtre catholique du diocèse du Mans, responsable du suivi de la pastorale Nouvelle Croyance, dérive sectaire. Mathieu Villatel également avec nous, magicien et mentaliste. Et puis Anne Staquet, professeur de philosophie à l'université de Mons. Vous êtes philosophe et chef du service de philosophie et histoire des sciences et président de l'Institut de recherche langage. Voilà pour le CV. Je vous propose d'accueillir Laurent tout de suite au 04 72 38 20 23. Bonjour Laurent. Bonjour. C'est à vous. Je vous appelle parce que quand j'étais gamin, vers 11-12 ans, on avait une réunion, une retraite de communion solennelle, et on avait eu que je n'ai jamais oublié, et on avait eu un petit épisode sur le mensonge. Et notre éducateur nous avait dit, le mensonge, c'est ne pas dire la vérité à qui on la doit. Et c'est ça la nuance que je voulais apporter. Si je n'ai jamais oublié cette précision, à qui on la doit. Et je me rappelle qu'il nous avait dit, vous devez la vérité à vos parents, et quelques exemples concrets. Et c'était cette précision que je tenais à apporter. Oui. Et tout à l'heure, on a dit, mentir, c'est ne pas dire la vérité. Et donc, je voulais juste apporter cette précision qu'en tant qu'enfant, j'avais reçue et que je n'ai jamais oublié. C'est effectivement ne pas dire la vérité, mais à qui on la doit. Eh ben, voilà une phrase qui vous a marqué et c'est très intéressant. Merci beaucoup, Laurent, pour votre appel. Dominique Ozenet, à qui on doit la vérité? C'est intéressant. C'est très intéressant parce que fréquemment, en fait, on est désabusé de constater que une personne en responsabilité, en fait, non seulement nous dissimule la vérité, mais encore va quelque part la briser parce que il va la tordre. Et à qui on la doit, c'est vrai que nous sentons bien que la relation de confiance avec une personne en responsabilité ne peut s'établir que si on est vraiment avec cette conviction que elle me parle en vérité. Il n'y a pas de mensonge dans sa bouche. Et donc, je peux me fier et puis me confier et établir une relation vraie. C'est dans une société où on ment tellement, ou même où on est dans les conventions. Tout à l'heure, on parlait de bonjour, ça va, oui, ça va, non, ça va, oui, ça va. Enfin, sortons de ces façons de faire et disons, bah non, ça va pas aujourd'hui. Je suis pas obligé de dire pourquoi exactement, mais voilà. Enfin, exigez de moi que je dise ma vérité aujourd'hui pour que ma parole soit vraie. Ma parole doit être vraie. C'est indispensable pour rentrer en relation de confiance. Anne Staquet, est-ce qu'il y a des lieux où on doit davantage la vérité? Je pense notamment aux hommes politiques, aux dirigeants d'entreprise. Est-ce qu'il y a des lieux où on doit davantage la vérité à ceux dont on porte la voix? Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? J'aurais envie de dire deux choses tout à fait contradictoires, qu'en politique, ça paraît tout à fait normal que un homme ou une femme politique doivent
dire la vérité parce qu'il doit au peuple qu'il a élu et aux autres cette vérité-là, mais en même temps, aucune négociation politique n'est possible si on doit tout le temps dire la vérité. Donc, il faut trouver un lieu, comme vous dites, des lieux pour préserver le secret et des lieux pour dire les choses, pour que justement, quand on dit les choses, elles puissent être vraies. Mais il faut sortir de cette idée de la société transparente où tout devrait tout le temps pouvoir être dit et être vrai. Allez, continuons de vous écouter au 04 72 38 20 23. Après Jocelyne et Laurent, on accueille André. Bonjour André. Oui, bonjour. Voilà, je me suis dit... de Bruxelles, d'ailleurs. Oui. De Bruxelles, oui. Bon, je remercie d'ailleurs d'avoir Tiken Jeff Favoli parce que je crois qu'il habite chez nous. Tiken Jeff Favoli, oui. Le chanteur qu'on a entendu tout à l'heure. Ben voilà. Sinon, bon, personnellement, je me souviens d'un seul mensonge de ma vie dans ma jeunesse. C'était d'un conflit au sein d'une association. Et bon, finalement, pour moi, maintenant, je considère ça comme une erreur de jeunesse, le mensonge comme voie d'apprentissage. C'est la seule chose que, disons, je peux tolérer pour le mensonge, parce que je n'aurais pas plus fait les choses comme ça. Maintenant, j'aurais trouvé une autre voie avec l'expérience. Bon, aussi, quand on se trouve dans des situations difficiles, on n'a pas besoin de dire la vérité. Il y a l'histoire de la parabole du Christ dans la Bible avec le talent d'or, je ne sais plus très bien quoi, avec César, ce qui a César appartient à César. Bon, c'est une manière aussi de dire les choses de manière diplomatique, sans pour autant, en tenant compte des faiblesses de la personne avec qui on parle, disons aussi les situations conflictuelles, difficiles, avec des gens qui ont des intentions qui sont pas correctes, si je puis dire, la violence, etc. Bon, simplement dire, moi, je ne dirai rien à ce propos-là, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Ouais. Eh ben, merci André. Merci beaucoup pour votre appel au 04 72 38 20 23. Expérimenter le mensonge, expérimenter également la vérité, c'est une manière d'apprendre. Mathieu Villatel, d'après vous? Certainement. Je pense que quand on est enfant, on passe par des phases où on a besoin de mentir et d'expérimenter le mensonge. Ouais. Ouais. Et c'est assez intéressant d'ailleurs. Enfin, moi j'ai une petite fille de 3 ans et je trouve ça super de la voir mentir et de ne pas savoir quand elle me ment. Pourquoi ? C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est aussi une façon pour elle de garder des choses secrètes, j'imagine, et de pouvoir lui laisser ça et de pouvoir la croire quand elle ment. Je trouve que c'est aussi intéressant. Le mensonge n'est pas toujours quelque chose de négatif. Dominique Osnet, pourquoi est-ce qu'on se souvient autant de nos expériences de mensonges ? On l'a entendu à différentes reprises au cours de cette émission, que ce soit à travers votre témoignage ou celui de nos auditeurs. Pourquoi ça marque ? Parce que précisément, on est en contradiction avec l'exigence de vérité qui nous habite, et donc on ressent ça comme un porte-à-faux qui affecte notre personnalité. Nous ne sommes pas fondamentalement comme cela. Nous sommes fondamentalement des êtres attachés à la vérité. Et donc, quand nous nous permettons de mentir, nous concernant les autres, etc., nous nous trouvons après dans un porte-à-faux complet, et d'où un remords salutaire, j'allais dire. On se le reproche. Dieu ne nous le reproche pas directement, mais pourtant, à travers notre conscience, nous fait comprendre que voilà, tu as péché contre la vérité là. Voilà. Mais je trouve que dans nos échanges actuellement, on aurait besoin de définir vraiment ce qu'est le mensonge, parce que encore une fois, je reviens sur la distinction que je faisais entre tordre la vérité et la transformer, et puis ne pas dire quelque chose que je sais, parce que voilà, ce n'est pas nécessaire de le mettre en lumière. C'est tout de même pas la même chose. On peut pas taxer la seconde façon de faire comme un mensonge. Ça pose la question de l'intention aussi.
Oui, absolument, oui. Oui, tout à fait. En ne disant pas certaines choses, je peux avoir une intention tout à fait bonne, comme on soulignait précédemment, de protéger quelqu'un, de garder un secret. Après tout, nous sommes affrontés constamment à cela, nous, dans notre ministère. Et il y a des choses que nous savons que nous ne devons pas dire, nous ne pouvons pas dire, sous peine de faute grave. Et c'est important de respecter ce champ de silence. Accueillons Françoise tout de suite au 04 72 38 20 23. Il y a beaucoup d'appels et de réactions dans cette émission qui vous intéresse. Bonjour Françoise. Ah, Françoise, vous êtes là ? Bonjour, excusez-moi. Oui, en effet, vous m'entendez peut-être ? On vous entend. Oui, en effet, je disais que, en fait, c'est quoi le mensonge ? Voilà, moi j'arrive à un moment donné de ma vie où je ne suis plus toute jeune. Oui, certainement que j'ai dit des mensonges dans ma jeunesse, dans ma partie d'adulte aujourd'hui. Est-ce que je mens lorsque je ne dis pas la vérité pour éviter le conflit familial ? Moi, je considère que je ne mens pas. J'évite le conflit familial qui est soupçonneux. Je soupçonne le conflit. Si je dis la vérité, je rentre en conflit avec mes enfants. Donc, en effet, je ne dis pas la vérité. Je ne dis pas ce qui se passe dans ma vie. Je ne dis pas. Je reste complètement dans. Peut-être vous appellerez ça vous nommerez ça vous en tant que professionnel le mensonge. Moi, je nommerais ça un évitement. Ou une sécurité aussi, peut-être. Une sécurité, absolument. Eh ben, merci Françoise. Là aussi, c'est très pertinent ce que vous dites et on l'a dit un petit peu en filigrane dans l'émission. Anne Staquet, ce que nous dit Françoise, parfois dévier de la vérité ou éviter de dire la vérité, c'est une manière de se protéger, c'est une manière d'entrer dans un processus de sécurité aussi. Oui, bien évidemment. Mais ça dépend ce que l'on considère comme le plus important. Est-ce que c'est la vérité ou le bien ? Et souvent, on a associé les deux, comme si, parce que la vérité est bien, nécessairement le bien est vérité. Et ce n'est pas toujours le cas. Si on associe les deux, on est obligé de considérer que le mensonge, c'est mal et c'est toujours mal. Or, il y a des cas où il vaut mieux choisir le bien que la vérité, comme c'est le cas ici, où il faut, pour éviter le conflit et pour se préserver, on ne dit pas la vérité. Pour ma part, je suis moins convaincue que ne pas dire soit systématiquement différent de tordre la vérité. Francis Bacon, dans ses essais de morale et de politique, a bien montré que cette différence entre ce que lui appelle le secret, la dissimulation et la simulation ne tient pas et que régulièrement, pour garder un secret, il faut pouvoir mentir. Je reprends l'exemple de la mère qui voudrait protéger ses enfants d'un mari violent. Oui. S'il rentre et lui demande quelles bêtises ont fait les enfants aujourd'hui, si elle ne dit rien, il va savoir qu'il y aura des bêtises. Dans ce cas-ci, il vaut mieux qu'elle dise « ils ont été sages », même si c'est tordre la vérité, que de simplement ne rien dire. Ne rien dire, c'est déjà souvent très éloquent également. Bonjour Michel. Oui, bonjour Melchior. Je viens vous donner mon témoignage vivant. Oui. Car ma compagne, avec sa fille, en sorte de petite association de malfaiteurs, m'ont demandé de me joindre à elle pour truander la CAF. Oui, mais alors... je fais quand même, vous allez pas
faire ça. Vous allez vous faire découvrir, c'est des mensonges plus gros que vous. Ah oui, mais on l'a déjà fait et ça a déjà marché. Mais je fais, dis donc, c'est quand même pas possible. Même fait, les mensonges, ça marche. Et depuis, alors tout ça, c'est pour sauver sa fille qui est dépendante à la drogue, et comme elle vit échec sur échec depuis plus de 20 ans, ma compagne est complètement désemparée, et elle vit toujours, actuellement, dans le mensonge émérite, plus gros qu'un éléphant. Et elle ne s'est pas fait prendre? Ah si, elles ont reçu des lettres recommandées, 2 lettres recommandées les mois suivants, bien sûr, puisqu'ils se sont aperçus de la machination, mais ma femme, ma compagne, vit dans un autre monde. Eh ben, merci beaucoup Michel pour ce témoignage de terrain. Décidément, on a vraiment des témoignages extrêmement différents ce matin. Dominique Oznet, l'aspect moral du mensonge dans le témoignage de Michel également. Est-ce que on peut tout laisser passer? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où une sanction doit tomber? J'aime bien la qualification de menteur émérite qu'on vient d'entendre, parce qu'on est tous un peu dans cet état de fait. Mais précisément, dire menteur émérite, ça veut dire que on a changé de direction et qu'on a cherché une conversion vers la vérité. Et c'est capital. Alors après, la sanction par rapport à un mensonge, elle est quelquefois nécessaire pour la victime du mensonge. Elle est même indispensable pour que la victime puisse se reconstruire. Le mensonge doit être qualifié en tant que tel à minima. C'est déjà une sanction, peut-être, mais en tout cas, il ne m'appartient pas personnellement de donner des exemples de sanctions, de qualifier que tel ou tel mensonge mérite une sanction. Mais au moins, il faut le faire venir au jour et essayer que l'auteur du mensonge reconnaisse qu'il a menti. Ça, c'est une façon de se situer ensuite dans une relation de vérité pour se reconstruire. Enfin là, je pense à des victimes qui ont besoin vraiment qu'on sorte de toutes sortes de dissimulations et de la façon dont on les balade de l'un à l'autre, en le sachant très bien par ailleurs. Et voilà, enfin... Avec cette phrase aussi que nous racontait Michel, les mensonges, ça marche. Et ça aussi, j'ai trouvé ça assez amusant comme phrase. Évidemment. Oui, les mensonges, ça marche. Quand on est convaincu du mensonge, oui, ça marche. Oui, il y a des gens qui deviennent des menteurs professionnels parce qu'ils acquièrent une dextérité dans la façon de mentir, précisément, qui s'appuie sur l'expérience de réussite qu'ils ont pu avoir en la matière. Bonjour Judith. Oui, bonjour à vous, merci de prendre mon appel. Bonjour à l'équipe. Donc, je voulais témoigner du fait que j'ai caché à mes enfants que mon mari était violent. Donc, il m'a fallu beaucoup de force pour faire ça. Mais en fait, j'aurais dû mettre ma force ailleurs, c'est-à-dire chercher les personnes qui pouvaient m'aider à sortir de cette situation. Voilà. Donc, il y a toute une ambiance de secret, de faiblesse, de cacher sa faiblesse, etc. Et finalement, ça a abouti au fait que ce comportement a déteint sur mes propres enfants. Et pour eux, j'imagine, ça j'en sais rien, je suis pas à leur place, que même s'ils s'en rendaient compte, c'est très difficile de revenir sur une attitude si ancrée. On a plutôt tendance à vouloir se justifier et la justifier. Voilà, c'est ça que je veux dire. Merci Donc, Judith. C'est important de mettre sa force pour sortir ce genre de situation. Quand on est victime de ce mensonge. Voilà, il y a toutes sortes de violences. Ça, c'était une violence psychologique, mais bon, ça met pas de sang par terre. C'est d'autant plus difficile à déterminer et à essuyer en quelque sorte. Merci beaucoup Judith pour votre témoignage, c'est très touchant. Anne Staquet, je me tourne vers vous. Comment vous réagissez vous à ce témoignage? Ça rejoint un peu ce que vous racontiez tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que idéalement, il faut ne pas sortir. Il faut pouvoir affronter les situations et ne pas mettre son énergie pour cacher ici. Mais on n'est pas toujours capable à n'importe quel moment d'affronter les situations. Et le fait de pouvoir garder des secrets, ça permet de créer ce que Montaigne appelait son arrière-boutique, ou on dirait peut-être aujourd'hui son jardin intérieur, de développer une vie intérieure qui va servir aussi de cocon protecteur le temps qu'on grandisse suffisamment pour être capable d'affronter et de dire les choses. Mais si on essaye trop vite de dire, d'être honnête, si on exige systématiquement ça de soi, peut-être qu'on n'aura pas la force et que l'on va se blesser ou se casser. Moi, j'aurais envie de répondre à ce témoignage en disant que c'est évidemment la situation idéale, mais qu'il faut être bienveillant aussi avec soi-même et déjà essayer de cacher cette violence aux enfants peut être un premier temps, le temps de se construire pour aller de l'avant, et que pour cette construction, le secret et la vie intérieure est quelque chose, le secret ou la vie intérieure est quelque chose de vraiment très important. Oui. Je vous lis un mail, Madeleine, si ça vous va, de Véronique. Elle nous a envoyé à l'adresse direct@rcf.fr. Il existe la restriction mentale qui consiste à dire seulement une partie de la vérité. Par exemple, un saint poursuivi un jour par des bandits rencontre ces hommes qui lui demandent s'il a vu passer l'homme qu'il cherche. Il leur répond en montrant la route derrière lui, il est passé par ici tout à l'heure. Il n'a pas menti, nous dit Véronique, il n'a simplement pas tout dit à ceux qui n'avaient pas le droit de savoir. Voilà, on a encore des témoignages assez intéressants. Dominique Auzenet, c'est un mensonge par omission finalement? Oui, c'est une façon de protéger l'autre en taisant une partie de la vérité, mais pourtant on ne mentant pas pour autant. C'est pas un mensonge. Mais peut-être je voudrais revenir sur la question qu'on a évoquée tout à l'heure de la boutique, de la vitrine de la boutique et de l'arrière-boutique. Et on souffre beaucoup dans notre société d'une façon de montrer une vitrine irréprochable, n'est-ce pas? Et en même temps de laisser penser aux gens que dans la boutique, c'est déjà autre chose, mais qu'il y a aussi l'arrière-boutique où on prépare toutes sortes de choses qui sont pas forcément très ragoûtantes. Et bien sûr qu'on peut tomber dans l'excès qui consiste à ce que la transparence devienne une tyrannie. Mais en même temps, on doit vraiment veiller à ne pas être des êtres avec des fonds de valise qu'on découvre toujours plus profonds. Je sais pas, moi je ressens ça vraiment comme une nécessité de pouvoir être transparent de la lumière. Eh ben, écoutez, un grand merci, Père Dominique Auzenet, d'être revenu sur ce qui était le mensonge. Je rappelle que vous êtes prêtre catholique du diocèse du Mans, responsable du suivi de la pastorale Nouvelles Croyances et dérives sectaires. Vous êtes aussi fortement passionné par la Bible. Vous avez un site internet, l'école biblique. Merci aussi à vous, Mathieu Villatel. Vous êtes directeur artistique de la compagnie du Pharaon Magicien Mentaliste. Vous êtes en tournée avec les spectacles cérébraux et puis un autre spectacle qui s'appelle Géométrie variable. C'est vraiment intéressant, c'est entre la conférence et le théâtre. Et puis merci aussi à vous, Anne Staquet, philosophe, professeur de philosophie à l'université de Mons, chef du service de philosophie et histoire des sciences.
et puis présidente de l'Institut de recherche Langage. Vous êtes spécialiste des questions de dissimulation et d'équivocité. Merci beaucoup à tous les trois. Merci aux studios de Bruxelles qui vous ont reçus. Merci aux studios du Mans également. Et puis merci à vous, Melchior, vous poursuivez. Merci à vous, Madeleine, surtout. On s'est tout dit en toute vérité aujourd'hui. Merci pour les très nombreuses réactions ce matin. Et dans un instant, on va parler de la dictée, parce que le langage, ça s'apprend et ça peut passer aussi par la dictée avec vos souvenirs au 04 72 38 20 23.